Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La querelle s'envenime entre l'Europe et la Chine à propos du textile. Pour Pékin, l'instauration de quotas sur les t-shirts et le lin est injuste et contraire aux règles du commerce mondial. Bruxelles, poussée par la France, menace d'aller encore plus loin. À 10 jours du référendum, notre invité ce soir, François Bayrou, président de l'UDF. Bonsoir et à tout à l'heure. La démolition d'un des derniers grands bidonvilles de France à Cassis. Les bulldozers ont commencé à raser des baraques de fortune où vivent 90 ressortissants tunisiens depuis plus de 30 ans. Ils seront tous relogés. Un premier groupuscule néo-nazi a été officiellement dissous aujourd'hui. Il s'agit du mouvement alsacien Alsace Corps qui réunit une trentaine de membres actifs. D'autres groupes de ce genre devraient connaître le même sort. Trop de médecins des villes, pas assez de médecins des champs. Certaines campagnes commencent à manquer de généralistes. Le gouvernement, qui a été saisi par un rapport, propose d'augmenter le numerus clausus et d'encourager les étudiants à rester dans leur région d'origine. Enfin, nous verrons que le loup fait maintenant son apparition à basse altitude. 4 génisses ont été tués dans l'Isère depuis le début du mois. On n'avait jamais vu l'animal sauvage descendre aussi bas dans la vallée. La guerre des nerfs et la guerre des mots. À une semaine et demie du référendum, le ton monte encore entre l'Europe et la Chine, je vous le disais, à propos des importations de textiles. Après l'annonce de quotas sur 2 types de produits, Pékin crie à l'injustice, mais la France et surtout les industriels français voudraient aller encore plus loin et encore plus vite. Dominique Verda, Sylvain Giaume. Le marché de la soie à Pékin, une véritable caverne d'Alibaba. Patrick Devedjian n'a aucun mal à trouver ici des imitations de polos français. En entrant à l'Organisation mondiale du commerce, la Chine s'était engagée à lutter contre la contrefaçon. Elle n'a rien fait. Mais le ministre français, malgré tout, est convaincu de ne pas avoir fait le voyage pour rien. Alors que depuis le 1er janvier, l'Europe est submergée par le textile chinois, Pékin accepterait enfin de revoir ses exportations à la baisse. Il s'engage à prendre rapidement, très rapidement même, nous ont-ils dit, à la fois des mesures de restriction et des mesures de taxation fortes des exportations. Depuis la levée des barrières douanières il y a 5 mois, les exportations de t-shirts chinois à destination de la France ont augmenté de 187%, celles de fil de lin de 56%, un véritable raz-de-marée de vêtements à bas prix. Hier, le commissaire européen au commerce a annoncé des mesures destinées à limiter à 7,5% la hausse de ces importations de t-shirts et de fil de lin. Pas de quoi rassurer les professionnels, ces 2 produits ne sont pas et de loin les plus menaçants pour la production française. Pour moi, c'est le gadget. Vous savez ce que ça représente? Pour nous, moins de 5%. Alors, il y a qu'à le mettre également sur les collants et les chaussettes, ça nous fera une belle jambe. Pour tenter de sauver leur industrie textile qui aurait perdu 16 000 emplois depuis le début de l'année, les Américains ont décidé d'imposer des quotas aux importations chinoises. Une mesure qui n'est pas du goût du ministre chinois du commerce, pas plus que les récriminations européennes. Ce sont des mesures protectionnistes, dit-il, et elles vont à l'encontre des règles du commerce mondial. La Chine a beau jeu de rappeler que l'Europe et les États-Unis avaient 10 ans pour se préparer à l'arrivée de ces produits sur leur marché et que 10 ans durant, à Bruxelles et à Washington, on a fait la sourde oreille. Et si les diplomaties françaises et européennes mesurent tout de même leurs propos, c'est parce qu'elles craignent des mesures de rétorsion, car il y a la Chine qui menace, mais il y a aussi la Chine qui rapporte. Ainsi, l'entreprise française Veolia s'est assurée la gestion des eaux dans la ville de Shanghai pour 30 ans. Envoyés spéciaux Thierry Curtet, Sylvain Giaume. Voici la vitrine du marché qui fait rêver les commerçants du monde entier. Shanghai, porte d'entrée d'un pays de plus d'1 milliard de clients. Ici, les immeubles sortent de terre tous les jours. Pour son immense quartier des affaires, Shanghai veut ce qu'il y a de mieux au monde. Elle a choisi pour son eau potable Veolia, une entreprise française. Clairement, Shanghai veut donner l'image d'une métropole de tout premier rang, avec une qualité d'eau potable qui serait conforme aux standards européens et aux standards américains combinés. En plus de ces normes draconiennes, Veolia met en place un système informatique capable de détecter toute fuite sur le réseau. L'entreprise s'est en fait associée avec l'ancienne régie municipale. Veolia Shanghai, c'est donc 10 expatriés pour 1000 Chinois. Le choc fut rude. Avant, quand il n'y avait pas d'urgence, on prenait tout notre temps. Maintenant, c'est beaucoup plus stressant. On a un programme chargé. Il faut aller vite, être efficace. L'entreprise s'est imposée parce qu'elle proposait ce que les Chinois ne savaient pas faire. C'est une condition pour percer sur ce marché.
La Chine peut apparaître quelquefois comme un Eldorado, elle ne le sera certainement pas pour tous. Elle le sera pour ceux qui cherchent non pas à trouver forcément uniquement un nouveau débouché à des produits existants qui peinent sur des marchés français, mais plutôt à des gens qui peuvent apporter quelque chose à nos amis chinois. Derrière le quartier des affaires, par exemple, voici l'autre Shanghai. Ici, on partage un robinet à 6 ou 8 familles. Les autorités espèrent changer le système sans étape intermédiaire. S'investir en Chine, c'est bien sûr identifier des besoins, mais c'est aussi apprendre la patience. Le contrat qu'il y veut allier à son partenaire chinois est de 50 ans. Toujours dans l'actualité sociale, cette nouvelle affaire qui repose le problème de la concurrence à l'intérieur même de l'Europe. On a appris aujourd'hui qu'un sous-traitant de France Télécom, une société qui installe des poteaux et des câbles téléphoniques, emploie une centaine de salariés portugais, sous contrat portugais. Autrement dit, ils sont moins bien payés que les salariés français. La direction se défend en indiquant qu'elle compense par des primes, mais les syndicats dénoncent un avant-goût de directive Bolkestein. Nathalie Moisan, Benoît Guédret. Nous sommes en Ardèche, sur un chantier destiné à France Télécom. Les véhicules sont immatriculés au Portugal, les ouvriers sont portugais. Je parle français. Comment? Non, je parle français. Il y a plus de l'argent. Ouais, c'est bon. Ils sont là pour l'argent, jusque-là rien d'illégal. La société sous-traitante qui les emploie, Constructel, a le droit de détacher des salariés portugais à condition de respecter le droit du travail français. D'ailleurs, elle reconnaît volontiers que certains ont un contrat de travail de leur pays d'origine. Les salariés ont les salaires bases du Portugal et après ils ont les primes de détachement pour avoir un salaire au niveau français. Problème, selon un syndicat de France Télécom, ces ouvriers travaillent beaucoup trop. Résultat, les autres sous-traitants français souffriraient de cette concurrence déloyale. Ils touchent en principe entre 1300 et 1500 euros suivant les interrogations qu'on a pu avoir auprès d'eux. Et par contre, ils ne travaillent pas aux 35 heures, ils travaillent 6 jours par semaine et environ 10 heures par jour. De fait, 1200 euros net pour 60 heures par semaine, cela revient à 5 euros de l'heure alors que le SMIC français est à 7,61 euros. L'inspection du travail de Paris a déjà verbalisé cette entreprise en janvier 2005 pour prêt illégal de main-d'œuvre. La plainte a été transmise au parquet. La démolition à Cassis d'un des derniers grands bidonvilles de France. Il était apparu au début des années 70 dans une carrière désaffectée. Ses occupants sont des Tunisiens, maçons, jardiniers pour la plupart. Ils sont aujourd'hui à la retraite et seront tous relogés. Mathias Hillion, Mathieu Proust. Cassis, ses calanques paradisiaques, son beau port de pêche et son bidonville pour quelques jours encore. Les cabanes de tôle et de bois sont peu à peu détruites sous les yeux de leurs anciens habitants. 90 Tunisiens en situation régulière habitaient là depuis 33 ans. Retraités pour la plupart, ces hommes ont travaillé toute leur vie comme jardiniers ou maçons dans les villas de luxe de la région. Qu'est-ce qui a été le plus dur ici? Le plus dur, tout dire. C'est pas la vie. C'est tout l'hiver. L'hiver, quand il neige, des fois il neige ici à Cassis. Ça fait qu'il fait froid, il fait très froid. C'est là la cuisine. Pas d'électricité, pas d'eau courante, des conditions de vie dénoncées depuis des années sans que rien ne change. Mais aujourd'hui, ceux qu'on appelait les oubliés de Font-Blanche ne sont plus délaissés. Mohamed Chérif a été relogé dans une résidence hôtelière. Aujourd'hui, il est très fier de payer un petit loyer à la mairie. J'ai la lumière, les télévisions, il y a la douche et tout. C'est pas pareil, c'est pas comme en bas. Hein. Un toit et une dignité retrouvée, un joli panorama en prime. Le Conseil des ministres a prononcé aujourd'hui la dissolution d'un groupuscule néo-nazi. L'année 2004, vous le savez, on en a parlé, a été marquée par une recrudescence des actes racistes et antisémites. Et le ministère de l'Intérieur avait fait faire un état des lieux de l'extrême droite violente. Première interdiction donc aujourd'hui, elle concerne le mouvement alsacien Elsass Corps. Anouk Burel, Guillaume Fautra. Il cache son visage, pas ses idées. Depuis 10 ans, Greg est membre d'un groupuscule néo-nazi qui se revendique clairement raciste. Elsass Corps, littéralement la section d'Alsace. Le groupe vient d'être dissous ce matin. On n'a aucun statut, on est un groupe d'amis. Ça fait une dizaine d'années qu'on est sur Strasbourg. Et aujourd'hui, on veut dissoudre notre groupe. C'est lamentable.
Officiellement, cet ancien groupe de rock identitaire ne revendique que des petites fêtes entre amis de ce type. Il compte une trentaine de membres, une centaine de sympathisants. Officieusement, ils auraient organisé un concert néo-nazi comme celui-ci en Alsace, avec pour invités des centaines de skinheads allemands. De l'incitation à la haine raciale, toute la soirée. Selon les renseignements généraux, ces mouvements radicaux compteraient entre 2500 et 3500 personnes en France, une vingtaine de groupuscules épars et variés. Parmi eux, un groupuscule d'extrême droite breton, Hatsav, qui pourrait être le prochain groupe dissous. La dissolution d'un groupe n'est pas une première et elle n'a pas toujours été très efficace. Les mouvements qui ont été dissous ont tous continué sous une autre forme, ont immédiatement apparu dans le champ politique, des groupes composés des mêmes gens, défendant les mêmes idées, avec quasiment le même périmètre. Exemple, Unité radicale, dissoute après qu'un de ses sympathisants, Maxime Brunery, est tiré sur le président en juillet 2002. Quelques mois après, les jeunesses identitaires et le bloc identitaire apparaissent. Autre nom, autre groupe, mais on y retrouve les mêmes militants. L'ensemble de nos administrations, la justice bien sûr, et le ministère de l'Intérieur, les préfets, les parquets, la chancellerie, sont tous mobilisés pour faire en sorte que de tels groupes, quand ils existent, soient interdits et surtout éviter qu'ils ne puissent se reconstituer. Donc nous serons extrêmement vigilants. Selon le code pénal, une reconstitution de ligue dissoute est passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Justice, Michel Roussin à nouveau à la barre au procès des marchés publics d'Île-de-France. L'ancien bras droit de Jacques Chirac à la mairie de Paris a nié toute corruption. C'est d'ailleurs la stratégie de défense choisie par la quasi-totalité des prévenus. Chefs d'entreprise ou hommes politiques, beaucoup sont revenus sur leurs déclarations. Dominique Verdaillan, Bernie Mériot. Un homme blessé. Michel Roussin parle d'épreuves, de traumatisme. Alors à la 25e audience, il se libère. Cela fait 11 ans qu'on cherche à tuer le soldat Roussin, mais il vit encore, pas mort. Visiblement tendu, mal à l'aise, Michel Roussin essaye durant plus de 3 heures de convaincre qu'il est étranger à l'affaire, qu'on l'accuse à tort. Alors en fin d'audience, il tente une explication. Depuis 11 ans, dit-il, je suis poursuivi parce que je suis le directeur de cabinet du maire de Paris et à ce seul titre. Le soldat Roussin n'en dira pas plus. Je ne pense pas que Michel Roussin ait pu dire au cours de cette audience qu'il payait pour qui que ce soit. Fier d'avoir été un bon soldat, Louise Yvonne Casetta. Hier, au bord des larmes, elle accuse ses supérieurs de l'avoir laissé tomber. J'étais cassé, dit-elle. Ça fait 11 ans que ça dure, 11 ans pour lequel je ne suis pour rien. Et qu'il n'y a aucun politique ici qui est là. Bien entendu, je suis cassé. Je trouve que c'est injuste. Qui vous ignore aujourd'hui? La totalité du monde politique. Ceux avec qui vous avez travaillé, pour qui vous avez travaillé? Absolument. Mais quel impact aura dans le jugement les blessures et les colères retenues des soldats Casetta et Roussin? Car si tout au long du procès, les prévenus et les témoins se sont rétractés, les magistrats du tribunal semblent s'accrocher au dossier d'instruction, volumineux et accablant. Justice encore, un employeur a été condamné aujourd'hui à Marseille. Il avait caché des caméras dans les bureaux pour surveiller ses salariés. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux qui avait porté plainte. Cette pratique de la vidéosurveillance dans l'entreprise serait en pleine expansion, si l'on en croit le dernier rapport de la CNIL, la Commission Informatique et Liberté. Enquête Frédéric Crotat, Pierre Bonde-Joseph. Si l'on veut se rendre compte de la banalisation de la vidéosurveillance, il faut passer quelques heures avec Jérôme. Pour s'amuser, certes, mais aussi pour dénoncer le phénomène, ce jeune passionné de vidéo a installé sur sa caméra un système électronique de réception à distance. Il peut ainsi repérer, capter et enregistrer des centaines d'images. Celle-ci provient d'un restaurant qu'il vient de repérer. La caméra est pointée sur la salle et comme nous allons le constater, elle n'est absolument pas signalée au public. J'ai dû faire, je sais pas, 1 kilomètre, j'en ai trouvé 4 ou 5, un truc comme ça. Donc je pense qu'une balade d'1 heure à pied, tu dois en trouver une dizaine. Les dérives liées à la vidéosurveillance empoisonnent le monde de l'entreprise et même des administrations. Ici, à la Chambre des métiers de Marseille, ce cadre se dit persuadé qu'une opération a été menée contre lui pour le faire démissionner. Il a été personnellement surveillé par 3 caméras installées sans autorisation. Le président, avec l'aide de sa collaboratrice et l'homme d'entretien de la Chambre de métier, ont fait installer des caméras cachées illégales dans les sondes d'incendie de mon service pour me poser un piège et essayer de me faire accuser d'un vol de 20 €. Les juges de Marseille n'ont guère apprécié ce genre de pratique et viennent de condamner en première instance l'ancien président de la Chambre des métiers. Dans un marché en pleine expansion, les petits génies de l'électronique s'en donnent à cœur joie. La moindre boutique de vidéo propose des merveilles de technologie comme cette minuscule caméra cachée dans une vis.
Ça coûte, c'était pas en noir et blanc, couleur, il faut compter autour de 100 €, plus ou moins. 100 €. Les entreprises, c'est parfois pour lever les doutes, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas utiliser légalement. Mais pour lever des doutes, c'est bien pour savoir qui fait quoi. Devant l'accroissement significatif des plaintes, la Commission informatique et liberté s'avoue impuissante. La CNIL n'a pas assez de moyens pour exercer un contrôle. Elle ignore même le nombre exact de caméras installées en France. La vidéosurveillance devient un moyen beaucoup plus banal, beaucoup plus accessible financièrement, techniquement. Donc c'est assez simple d'installer la vidéosurveillance. Et puis il y a peut-être aussi une volonté d'un certain nombre d'entreprises de surveiller les salariés autrement. La vidéosurveillance, notamment celle utilisée par les entreprises, se fait de plus en plus via Internet. Rien de plus facile alors pour certains pirates de s'approprier ces images et de les envoyer partout dans le monde. La pénurie de médecins de campagne, un rapport a été remis aujourd'hui au ministère de la Santé. On appelle cela la désertification médicale. Le Limousin, le centre, la Picardie, entre autres, sont les régions touchées. Les jeunes préfèrent s'installer apparemment dans les grandes villes ou au soleil. Le gouvernement envisage donc d'augmenter le nombre d'étudiants d'une part et de les inciter à rester dans leur région d'origine. Exemple dans les Vosges, Isabelle Quintard avec Benoît Bringer. Avaler des kilomètres, ce médecin de campagne en a l'habitude. Installé depuis 28 ans dans un petit village dans les Vosges, Gérard Baul doit être disponible 24 heures sur 24 pour ses patients. Voilà, très bien. Petit nez qui coule. C'est beaucoup de consultations dans la journée, c'est vrai. C'est surtout des horaires un petit peu impossibles puisque le travail commence à 7 h du matin et se termine à pas d'heure. Il peut être 22 h, 23 h. Des conditions de travail difficiles qui font fuir les jeunes. Ils préfèrent la ville. Si on regarde la répartition géographique des médecins, les grands perdants sont la Picardie et le centre, avec moins de 300 médecins pour 100 000 habitants. Tandis que la région PACA et l'Île-de-France dépassent la barre des 400 médecins. Cet après-midi, le ministre de la Santé a reçu un rapport avec plusieurs propositions. 3 ont été retenues. L'augmentation du nombre d'étudiants en médecine, la transformation de l'examen national en concours interrégionaux pour stabiliser les étudiants dans leur région d'études, et enfin la création d'incitations financières, des aides fiscales notamment. Il faut fidéliser. Il ne s'agit pas de permettre à des médecins par une aide financière de s'installer pendant 2-3 ans, comme je l'évoquais précédemment. Et puis après, bon, ça n'est plus intéressant, on est isolé, on n'a pas de soutien logistique et financier et on s'en va. Donc il faut vraiment les fidéliser. Ces mesures pourraient être effectives d'ici la fin de l'année. Seront-elles suffisantes? Difficile d'y répondre, mais elles seront en tout cas les bienvenues au regard des prévisions. Dans 20 ans, il y aura 19 000 médecins en moins. On en vient à la campagne du référendum sur la Constitution européenne. Et d'abord cette image de Nicolas Sarkozy en Corrèze hier soir, sur les terres donc de Jacques Chirac, avec, vous le voyez, une présence remarquée au meeting, celle de Bernadette Chirac. Le président de l'UMP lui a rendu un hommage appuyé, en soulignant qu'elle aurait à plusieurs reprises arrangé les choses, entre guillemets, entre lui et le président de la République. Écoutez. Si les choses n'ont jamais dépassé l'irrémédiable, c'est parce que chacun doit le savoir. Il y avait une bonne fée qui veillait pour que ça ne dépasse pas les limites de la liberté et du respect. Et c'était vous, madame. J'ai été sensible à ce signe d'amitié, mais vous comprendrez que je garde pour moi, ne serait-ce que par humilité, tout commentaire supplémentaire. À 10 jours du scrutin, les sondages indiquent que le vote sera serré. Hier, nous avons sondé la France du non. Aujourd'hui, visite au pays du oui, à Cesson-Sévigné, en Bretagne, 15 000 habitants, où on avait très largement approuvé le traité de Maastricht en 1992. Reportage Julien Beaumont, Valérie Lucas. Un oui qui a du mal à décoller. Et vous alors, votre opinion sur la Constitution? Je suis partagé, quoi. Peut-être plus tendance un peu pour le oui. Cesson-Sévigné. 15 000 habitants, spécialité les télécommunications. Une ville pro-Europe jusqu'à ce que Cesson connaisse ses premières faillites. J'ai été pour le oui. Mais il n'y avait pas tous les problèmes d'emploi qu'il y a aujourd'hui. Je pense que les gens, en quelque sorte, veulent punir un petit peu
le gouvernement en disant non. Non. Alors l'UMP tente de reprendre les choses en main. 50 personnes pour cette séance d'explication. On a peur de qui là maintenant? Des Polonais? On a peur des Roumains? Et on est social en disant non? C'est quoi cet humanisme-là? Des convictions, mais aussi des questions précises. Qui peut être candidat à la présidence? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est concernant les objectifs sociaux. À qui appartiendrait, qui donnerait l'ordre d'emploi de nos forces armées? Je n'étais pas du tout convaincue par le oui, et je crois que là, ce soir, ça m'a... j'ai un peu plus de conviction. Ça conforte l'idée qu'il faut voter oui. C'est plutôt un pas en avant qu'il faut faire plutôt qu'un pas en arrière. Sur le marché, côté socialiste, PS d'en haut, PS d'en bas, même division. Exemple avec ces deux militants, ils n'ont pas le même avis, mais il y a eu un vote interne. Résultat, seul le oui a le droit à la parole. Chacun a fait son choix, chacun a pris ses responsabilités et nous sommes dans un parti démocratique. Pour Maastricht, Cesson-Sévigné était la ville d'un oui franc et massif. Cette fois, les opinions sont pour le moment moins tranchées. Comme chaque soir, on s'arrête sur un aspect précis du traité. Aujourd'hui, la place de l'euro et la politique monétaire. Qui décide? Avec quels objectifs? Explication Jean-Paul Chapelle. L'euro est dans nos porte-monnaies depuis plus de 3 ans. Il est aussi gravé dans la Constitution comme un des symboles de l'Union. Inscrite également la politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne à Francfort. C'est elle qui fixe en toute indépendance les taux d'intérêt. Son objectif principal, maintenir la stabilité des prix. Un carcan monétaire avec des contraintes budgétaires dénoncées par les partisans du non. Ils font remarquer que l'euro fort pénalise les exportations. Les partisans du oui retournent l'argument. Les produits importés comme le pétrole coûtent moins cher quand ils sont payés avec un euro fort. Si la zone euro est désormais à l'abri des dévaluations et des crises monétaires, elle n'a pas encore d'instance politique pour privilégier la croissance économique. Ce devrait être le rôle du président de l'Eurogroupe. Il réunit les ministres des Finances de la zone euro. La Constitution lui accorde pour la première fois un statut juridique. Bonsoir François Bayrou, vous êtes président de l'UDF, vous faites campagne pour le oui. La campagne qui est rejointe par l'actualité, ça a été le cas plusieurs fois. Dans l'affaire de la Chine et du textile chinois, on voit que la réaction de l'Europe a été beaucoup moins forte et beaucoup moins rapide que celle des États-Unis. Est-ce que cette construction européenne qu'on nous propose n'est pas trop fataliste ou trop faible? Permettez-moi de remarquer d'abord qu'on voit une chose, c'est que si l'on veut répondre à la Chine, il n'y a que l'Europe qui puisse le faire. Mais est-ce qu'elle le fait bien? Elle le fait. Et si on doit le faire mieux, alors il faut adopter la Constitution de manière que les citoyens puissent pousser leurs élus, puisque ce sera désormais des élus qui dirigeront l'Europe. Est-ce qu'elle le fera mieux avec le traité, vraiment? Elle le fera sans aucun doute mieux, puisqu'il y aura des responsables qui seront choisis à partir du vote des citoyens, et donc sur lesquels les citoyens auront du poids. Mais vous remarquerez que pas un seul des partisans du non ne se tourne aujourd'hui dans cette affaire de la Chine ailleurs que vers l'Europe, vers Bruxelles. On dit qu'il faut que Bruxelles fasse plus, ou soit, mais en tout cas on voit bien que personne n'imagine que ce soit des mesures nationales, françaises, qui puissent nous permettre de répondre à cela. Une menace de l'Europe peut faire fléchir la Chine, une menace de la France seule serait impuissante. Alain Madelin, qui est dans votre camp, dit la droite est irresponsable de faire une campagne de trouillomètre. Autrement dit, il dit la campagne du oui va trop sur le terrain des partisans du non en disant aux Français n'ayez pas peur, l'Europe maintiendra votre modèle social. Il y a une certitude pour moi, c'est que l'Europe a fixé désormais son modèle. C'est écrit dans la Constitution. Et son modèle, c'est une économie de liberté à vocation sociale. Vous connaissez un autre ensemble dans le monde qui a choisi d'avoir une économie de liberté à vocation sociale. Les États-Unis ont une économie de liberté, tout le monde dit ultra-libérale. La Chine a une économie ultra-libérale communiste. On le voit bien. Et la vocation sociale, nous sommes les seuls à l'avoir définie. Alors, je ne sais pas ce que les uns et les autres pensent et veulent. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Alain Madelin. Je sais avec certitude que dans il veut dire on ne fait pas domaine, rêver avec l'Europe, on ne parle pas d'un grand projet, on dit ça ne changera rien. Nous parlons d'un grand projet. Et en effet, ça changera les choses. Le siècle ne sera pas le même selon qu'on aura voté oui ou non.
Et il n'y a aucun domaine, aucun, ni le travail, ni la défense, aucun domaine dans lequel la France seule puisse aider les Français mieux que l'Europe ne pourra le faire. Nous avons besoin de l'Europe pour chacun des sujets qui composent notre avenir. Permettez-moi une phrase. Le monde dans lequel nous allons vivre est un monde plus dur que celui dans lequel nous avons vécu. Et dans ce monde-là, il faut avoir la force de l'Europe, l'épaisseur de l'Europe pour se faire entendre et respecter. Dernière question, François Bayrou. Jean-Pierre Raffarin fait son retour dans la campagne. C'est une bonne chose ou vous dites, comme certains à gauche par exemple, ne dites rien car quand vous intervenez, vous faites monter le nom? Franchement, la question de qui dit quoi est peu importante. La seule question qui compte, c'est ce qu'on dit. On vient d'entendre dans votre journal un sujet longuement sur des Portugais utilisés dans des entreprises françaises. Eh bien, ceci est interdit par la Constitution. Je veux simplement vous lire la phrase pour que tout le monde la retrouve. C'est l'article 133. Les travailleurs ont le droit de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux. Donc, si une entreprise fait cela, ça n'est pas la faute de l'Europe, c'est contre l'Europe, en infraction contre la Constitution, et elle relève des tribunaux. A raison de faire campagne, et vous l'encouragez à continuer. Franchement, très bien que chacun prenne ses responsabilités. Vous savez que j'avais davantage souhaité que le gouvernement ait une attitude de réserve et qu'il travaille aux responsabilités nationales qui sont les siennes. Il est aussi légitime que tout le monde s'engage. Merci François Bayrou d'avoir répondu à nos questions. La lutte contre la délinquance et les incivilités, pour certains, cela commence avec la tenue vestimentaire. Ainsi, un centre commercial vient d'interdire l'entrée aux jeunes vêtus d'un haut de survêtement avec capuche ou d'une casquette de baseball. Cela se passe en Angleterre où Tony Blair, vous le savez, a placé sa politique sous le signe de la culture du respect. À Londres, Stéphane Bretner. Voici la nouvelle cible de Tony Blair et des responsables de ce centre commercial du Kent, les adolescents en capuche. Depuis quelques jours, il est interdit de porter un couvre-chef si l'on veut déambuler dans les galeries. Autant dire qu'à partir d'un certain nombre, les hoodies, entendez les porteurs de capuche, n'osent plus franchir les portes. Évidemment, cette mesure n'est pas vraiment populaire. Cette interdiction, c'est de la merde. Ils devraient laisser nos capuches tranquilles. Beaucoup de gens portent des capuches. C'est la mode, ça n'a rien de criminel. Ce n'est pas comme si c'était une cagoule ou un masque. Chaque allée est truffée de caméras, des vigiles veillent, mais les dirigeants expliquent malgré tout que cette mesure est destinée à rassurer les clients. Moi, ils me font peur. Je les associe à des voleurs à la tire. Mon fils porte des capuches et il n'a jamais eu de problème. Ça peut être inquiétant, mais dans ma jeunesse, c'était les punks et les rockers qui faisaient peur. C'est pour l'instant le seul centre commercial du pays à appliquer cette interdiction, mais elle plaît beaucoup à Tony Blair. En revanche, les défenseurs des droits civiques y voient une dérive sectaire dangereuse. Si les clients veulent que les moins de 30 ans ou que les noirs soient interdits parce qu'ils trouvent qu'une race ou qu'une catégorie d'âge les intimide, je me demande bien ce que ferait le centre commercial. Le gouvernement de Tony Blair pense à d'autres mesures pour lutter contre la délinquance. Dernière en date, le port d'un uniforme orange, comme aux États-Unis, pour les adolescents condamnés à des travaux d'intérêt généraux. En bref, un virage en Espagne. Le Parlement a autorisé le gouvernement à engager un dialogue avec ETA, mais il y a une condition, que l'organisation séparatiste basque abandonne le terrorisme. Les discussions devront porter sur la fin de la violence et pas sur des sujets politiques. L'opposition de droite, le Parti populaire, a voté contre et elle accuse José Luis Zapatero, je cite, de trahir les morts. En France, la mort d'un des 10 derniers poilus de la Première Guerre mondiale, Claude-Marie Boucaud. Il avait 109 ans. Il avait été blessé à 2 reprises, d'abord par un éclat d'obus, puis par une balle de mitraillette qui lui avait broyé la cheville. Il était mécanicien, chauffeur de locomotive. Il avait pris sa retraite en 1946. Et dans son département de l'Ain, il était connu pour sa vitalité. Il avait fêté ses 108 ans par un baptême de l'air à Ambérieux. Il ne reste plus aujourd'hui que 9 vétérans de la Grande Guerre encore en vie. Un nouvel incident impliquant des loups. Ce qui retient l'attention, c'est que cette fois, il ne s'agit plus de haute montagne. Un ou plusieurs animaux sont descendus dans la vallée tout près des habitations, dans le département de l'Isère. 4 génisses ont été égorgés depuis le début du mois. Virginie Fichet, Olivier Jacquelin sur place. On s'aligne tous sur le chemin et on part sur la gauche. Postés tous les 30 mètres, ils sont une quarantaine à traquer le loup.
car la bête est de retour. Et pour se protéger, l'homme cherche à l'effrayer, comme une lutte d'un autre âge, pour la nourriture et le territoire. Le but, ce n'est pas de le tuer, c'est de faire en sorte qu'il ne s'installe pas sur la zone. C'est de le décantonner en fait. 4 génisses tués en une semaine, c'est la première fois que le loup s'attaque à des bovins, à quelques centaines de mètres seulement des habitations, dans la plaine. Le loup bien nourri fait des petits, en fait assez. Et ces jeunes doivent se trouver de nouveaux territoires, donc remontent et ont remonté toutes les Alpes. Face à cette détermination de l'animal, dans la vallée, on s'interroge sur la capacité à faire fuir le loup. Si on n'y parvient pas, éventuellement envisager un tir d'élimination. Une solution radicale qui satisferait davantage les éleveurs, comme Thierry Bell, victime du loup la semaine dernière. Disséminé sur les collines, son troupeau est encore aujourd'hui à la merci du prédateur. Toutes les petites génisses, c'est impossible de les rentrer tous les soirs. Donc l'autre solution, c'est ce qu'on nous a proposé, c'est de s'habituer. Donc c'est un peu du sacrifice. L'automne dernier, 2 loups avaient été abattus sur autorisation du ministère de l'écologie. Une décision toujours délicate à prendre pour une espèce qui reste protégée par les conventions internationales. La vogue du coaching, en bon français, on parle d'entraîneur, voire de gourou. On l'évoquait récemment, il y a quelques années encore, c'était l'exception parmi les sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, le conditionnement mental fait partie du quotidien et la profession de coach est reconnue. On s'en aperçoit par exemple à quelques jours du tournoi de Roland-Garros. C'est le dossier de cette édition, il est signé Nathanaël de Rinxin, Sylvain Gauthier. On dit que la valeur n'attend pas le nombre des années. Seulement aujourd'hui, pour percer dans le sport, il ne suffit plus d'être précoce et talentueux. Les éducateurs disposent d'un nouvel outil pour préparer les champions de demain. Même lorsque les muscles sont au repos, les élèves du tennis club de Paris ont encore du travail. Pendant 1 heure, ces futures étoiles qui brilleront peut-être un jour à Roland-Garros suivent un cours bien particulier. Personnalité? Ouais, quelle partie de la personnalité? La façon de réagir. Deux profs vraiment pas comme les autres invitent ces champions en herbe à découvrir le monde de la préparation mentale sous une forme plutôt ludique, mais avec un objectif bien précis. À partir d'un certain niveau, souvent on gagne aussi avec sa personnalité, et pas seulement avec son physique ou sa tactique. Et à ce moment-là, c'est important déjà de savoir qui on est. Sébastien est golfeur professionnel. Depuis 2 ans, il travaille avec Marie, une préparatrice mentale. Ce jour-là, elle tente de lui apprendre à se concentrer. Là, je valide toutes mes informations. J'essaie d'imaginer mon chemin blanc. Donc là, en l'imaginant, ça permet de voir la balle rentrer. Déjà. Rouler vers le trou, oui. Si le discours est inaccessible pour les non-initiés, le résultat, en revanche, semble efficace. J'arrive plus à gérer surtout ma concentration. Donc au niveau performance, c'est sûr que ça aide. Titulaire d'un diplôme universitaire, Marie est rémunérée à la séance. Il faut compter 75 € pour 1 heure de travail. C'est cher, c'est pas remboursé et en plus le résultat n'est pas forcément visible immédiatement. On travaille sur de la matière émotionnelle, sur de la matière psychologique. Donc derrière ça, on peut avoir peur de ce type de métier. Même si la préparation mentale n'est pas son métier, Yannick Noah n'en demeure pas moins le plus efficace des coachs. 2 Coupes Davis, 1 Coupe d'Europe. Récemment, il s'occupait de galvaniser les footballeurs camerounais avec ses méthodes. Il y a plein de sages qui m'ont inspiré. Gandhi, Krishnamurti, Angelo Dundee, qui était le coach de Mohamed Ali. Je l'ai vu, j'ai étudié, j'ai lu comment il motivait, galvanisait les gars, quoi. Tout le monde n'a pas le charisme de Yannick Noah. À Athènes, la psychothérapeute de Christine Aron a été montrée du doigt après l'échec de la Française. Au centre de la polémique, une relation ambiguë entre la championne et sa préparatrice. Aujourd'hui à l'INSEP, la préparation mentale reste un sujet extrêmement sensible. On peut en parler, mais dehors. C'est pas autorisé qu'il y ait un reportage là-dessus dans l'INSEP. Parce que pourquoi parce qu'on ne sait pas ce qu'elle fait comme travail. C'est pas quelqu'un de chez nous. D'habitude, Frédéric Jossinet rencontre sa préparatrice mentale à l'INSEP. Ce jour-là, en raison de notre présence, la seule médaillée du judo français à Athènes est contrainte d'organiser sa séance de travail à son domicile. Cela fait pourtant 4 ans que les 2 jeunes femmes collaborent et ça marche plutôt bien. Mon premier titre de championne d'Europe, je l'ai eu quelques mois après, donc 3-4 mois après.
avoir commencé avec Marie. Et puis par la suite, chaque année, j'ai eu au moins 2 ou 3 perfs au niveau mondial jusqu'aux Jeux. Frédéric Jossinet fait des émules, même s'ils sont peu nombreux à en parler, de plus en plus de sportifs font appel à un préparateur mental, conscient que si un match peut se perdre sur le terrain, il peut aussi se gagner dans la tête. Direction maintenant l'un des plus beaux sites de France, la majestueuse dune du Pilat, près d'Arcachon. Eh bien cette année, elle risque d'être difficile d'accès. Habituellement, un escalier est installé en saison pour aider les milliers de visiteurs à monter au sommet, 110 mètres à peu près tout de même. Eh bien suite à une querelle locale, il faudra s'en passer. C'est toute la région qui s'en émeut. Sur place, Francis Mazoyer, Philippe Dumail. La majestueuse dune du Pilat. Depuis son sommet à 106 mètres, elle offre l'un des plus beaux panoramas d'Aquitaine. Mais cette année, à cause d'un imbroglio juridique, cet immense escalier n'a pu être reconstruit. Alors pour escalader la dune, c'est le parcours du combattant. Tu mets la pointe des pieds. J'y arrive. Oh, mais il n'y a pas de raison. Ça va le faire. Hein. Pour y parvenir, chacun a sa méthode. J'en peux plus. J'ai soif. C'est très beau. Avant chaque été, la mairie édifiait ici le grand escalier sur un terrain privé. Aujourd'hui, le propriétaire refuse tout passage. Motif de sa colère, 4 ans après l'incendie de son restaurant, il n'a toujours pas l'autorisation de rebâtir. On négocie, vous me demandez l'autorisation de mettre l'escalier, moi je veux le permis de construire. C'est un peu du chantage, non? Ce n'est pas du chantage, non, non, non. Il y a des années que c'était comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas comme ça. La dune du Pilat est un site classé, protégé par la loi littorale, mais le terrain appartient à 90% à des propriétaires privés. Pour la municipalité de La Teste, l'absence d'escalier est très embarrassante, car la dune reçoit chaque année plus d'1 million de visiteurs, toujours plus pressés. Ils veulent aller plus vite peut-être pour voir beaucoup de choses dans la même journée quelquefois, donc c'est vrai que ça leur aurait un accès plus facile. Les commerçants craignent quant à eux une baisse de fréquentation, notamment des personnes âgées à mobilité réduite. Un tel numéro d'équilibriste, tout le monde ne peut pas se le permettre. Cinéma avec la folie, le délire Star Wars. 15 heures d'attente en France pour assister aux premières séances de l'ultime épisode, La Revanche des Sith, sorti aujourd'hui. Michel Montpontet, François-Julien Piednoir. Non, ce ne sont pas des vaisseaux spatiaux qui stationnent sur la 5e avenue à New York, mais bien les tentes des fans qui voulaient être les premiers. Eh bien, c'est raté. Les premiers, Cocorico, ce furent les Français, et ce dès hier soir. Mais si vous ne connaissez ni Dark Vador ni Luke Skywalker, vous n'étiez pas à coup sûr hier soir dans ces files interminables de fans de cette série cultissime. À l'autre bout de la galaxie ou presque, Star Wars fait tout autant de ravages dans les porte-monnaies des Chinois par exemple. Ce film, qui a coûté 115 millions de dollars, promet de solides bénéfices à George Lucas. Les 5 premiers volets n'ont-ils pas déjà rapporté 3,5 milliards de dollars, des chiffres astronomiques. En France, 2100 salles offrent ce soir la superproduction américaine. Si on était à la télé, ce serait Star Wars sur toutes les chaînes. Et puis Maître Yoda a tort d'avoir une telle mine, à moins que ce ne soit sur son masque la couleur du dollar qui commence à déteindre. Le Festival de Cannes est un retour, celui de Mickey Rourke. C'est un destin étonnant. Mickey Rourke était un jeune premier très prometteur dans les années 80, avec ses rôles dans 9 semaines et demie, Rusty James, et puis il a quasiment disparu. L'alcool, la drogue, la boxe, la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, c'est un autre homme, couturé, ravagé, qui apparaît. Marie-Jo Jouan, Nadine Picard, sur place. Mickey Rourke, 48 ans, le retour. 16 ans qu'on ne l'avait pas vu en compétition depuis Francesco de Liliana Cavani. Dans Sin City, il campe une brute épaisse qui veut venger sa belle, assassinée par un psychopathe. Mickey Rourke, disparu des écrans à la fin des années 80, on se souvient du beau gosse d'Hollywood, celui de 9 semaines et demie, de Rusty James. Mickey Rourke, accro à la boxe, monté sur le ring pour en descendre défiguré par ses combats, puis de multiples opérations de chirurgie esthétique. La mutation d'un acteur culte que l'on redécouvre dans un rôle de composition étonnant. Pas moins de 2 heures de maquillage par jour pour devenir le monstre magnifique de Sin City. Police, ouvrez! Bougez pas, j'arrive. Et un jour, j'étais en train de déjeuner, j'ai commencé à mâcher et je me suis rendu compte que j'étais en train de mâcher une dent en plastique et je l'ai avalée. Sin City, un monde de brutes en noir et blanc, où le sang est en couleur, ultra violent, sensuel, où la survie est un but en soi. Tout un univers imaginé en 1991 par le dessinateur de BD Frank Miller, co-réalisateur du film avec le Texan Robert Rodriguez.
Ce que j'aime par rapport à sa bande dessinée, c'est qu'elle est ultra moderne, très sauvage. C'est génial de pouvoir en faire un film sans nostalgie comme les autres films noirs, quelque chose de totalement original. Une prouesse technologique réalisée à coups d'effets spéciaux du jamais vu au cinéma. Quant à l'histoire, elle est sans morale. Sin City veut dire en français la ville du péché. Réponse de Mickey Rourke à la question « Quel est le plus grand que vous ayez jamais commis ?» Dès que je m'en souviens, je vous rappelle. Promis. Dans quelques heures, il montera les marches avec toute l'équipe du film. On peut déjà imaginer que Sin City va provoquer une onde de choc. Les obsèques d'Eddie Barclay aujourd'hui à Paris, ambiance délibérément festive, des obsèques en blanc, la couleur fétiche du producteur, des chansons de jazz, des chansons du jazz, des applaudissements ont accompagné cette cérémonie religieuse à Saint-Germain-des-Prés autour de Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Florent Pagny ou encore Carlos. Eddie Barclay sera inhumé demain à Saint-Tropez. Et avant de refermer ce journal, ce rappel quotidien, en Irak, notre consoeur Florence Aubenas et son guide Hussein Hanoun sont retenus en otage depuis 133 jours maintenant. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet. 21h, les 2 premiers épisodes de Clara Scheller. C'est la nouvelle série de France 2. C'est une nouvelle héroïne qui nous en dit beaucoup sur la vie amoureuse en France aujourd'hui. On parle de Bridget Jones à la française. 1h20, dernier journal Jean-Claude Renaud. 1h45, démo de minuit Philippe Lefebvre. Et 6h30, Télématin. Dans les 4 vérités, François Laborde recevra l'agent des stars, Dominique Besnéard. On se quitte sur ces images du début des épreuves du bac. Oui, mais il s'agit d'une épreuve inédite de la pirogue à voile. L'élève est noté sur ses capacités à manœuvrer ses bateaux traditionnels. Épreuve facultative qui avait lieu hier à Mayotte. À demain.